Vous êtes-vous déjà demandé comment un pays avec une histoire aussi ancienne et complexe a réussi à devenir le berceau de la civilisation, de l'art et de la culture occidentale? L'Italie n'est pas seulement un endroit sur la carte, c'est le théâtre d'empires nés et tombés, de génies qui ont changé le monde et de luttes qui ont défini l'identité de son peuple. Mais derrière sa beauté, ses monuments et son héritage, se cache une histoire marquée par des divisions, des invasions et des défis qui ont failli la détruire. Aujourd'hui, je vous invite à voyager au cœur de cette nation pour comprendre comment, malgré le chaos et l'adversité, l'Italie a trouvé le moyen de s'unir, de renaître et de laisser un héritage éternel à l'humanité. Parce que dans leurs triomphes et leurs échecs, vous trouverez peut-être les réponses qui correspondent à vos propres luttes et à vos rêves. C'est l'histoire de l'Italie. Une histoire qui n'appartient pas seulement au passé, mais qui nous inspire pour écrire notre avenir. Bonjour. Avant de commencer cet incroyable voyage à travers l'histoire italienne, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Écrivez dans les commentaires « L'Italie, berceau de l'histoire et de la culture ». De cette façon, vous aiderez cette vidéo à toucher davantage de personnes passionnées par l'histoire, comme vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer de contenu plus fascinant. Votre soutien fait toute la différence et ensemble, nous pouvons partager nos connaissances avec le monde. Allons-y. 1. Les premiers habitants de la péninsule italienne. Bien avant que l'Italie ne soit connue comme le cœur de l'Empire romain ou le berceau de la Renaissance, la péninsule italienne était une mosaïque de paysages naturels, d'imposantes montagnes comme les Alpes et les Apennins, de vastes vallées fertiles, de puissants fleuves et des côtes baignées par les Méditerranéens. Ce cadre a abrité les premières civilisations humaines arrivées il y a des milliers d'années. Les premiers habitants de la péninsule n'ont laissé aucune trace écrite, mais leur empreinte se fait sentir à travers les vestiges archéologiques. Ces tribus, comme les Ligures au nord, les Étrusques au centre et les Latins dans les plaines du Latium, vivaient de chasse, de pêche et d'agriculture. Ils se sont installés dans de petits villages et ont développé des outils, des armes et des céramiques qui démontrent une capacité impressionnante à travailler avec les ressources naturelles qui les entourent. Les Étrusques, en particulier, étaient l'une des civilisations les plus avancées de la région. Ils se sont installés principalement dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Toscane et dans une partie du Latium. Ce peuple mystérieux, dont la langue reste une énigme pour les historiens, a construit des villes fortifiées, développé son propre système d'écriture et créé des œuvres d'art et d'architecture qui influenceront les cultures ultérieures. Les Étrusques ont également eu une grande influence sur les Romains, qui ont adopté bon nombre de leurs rituels religieux, de leurs styles architecturaux et bien sûr de leur capacité d'organisation politique. Pendant ce temps, les Latins habitaient une petite région près du Tibre. Bien qu'ils soient au départ une humble communauté, leur situation stratégique leur permet de commercer avec d'autres tribus, d'apprendre de leurs coutumes et petit à petit de prospérer. D'autre part, les Ligures, au nord, ont affronté les hivers rigoureux des montagnes, ce qui en a fait un peuple résistant et courageux. Ces gens ne vivaient pas en parfaite harmonie. La lutte pour les ressources, les terres fertiles et l'accès au commerce étaient constantes. Cependant, de ce chaos a émergé un riche mélange culturel qui jettera les bases du développement de l'une des civilisations les plus importantes de l'histoire, Rome. Chaque tribu, chaque culture a apporté quelque chose d'unique à l'identité qui, des siècles plus tard, sera consolidée comme l'essence de l'Italie. La péninsule italienne, avec sa position stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, est devenue un point de rencontre des cultures. Les Phéniciens, les Grecs et les Celtes sont arrivés attirés par ces richesses naturelles, laissant également leur influence. Les premières histoires d'Italie sont une histoire de rencontre, de lutte et d'apprentissage mutuel. C'est
dans ce creuset de culture qu'a commencé à s'écrire la grande histoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'histoire de l'Italie. 2. L'émergence de Rome. Imaginez une colline tranquille sur les rives du Tibre, là où tout a commencé. Nous sommes en 753 avant JC, et ce petit village est destiné à changer le cours de l'histoire. Selon l'une des légendes les plus célèbres, Rome n'a pas été fondée par des hommes ordinaires, mais par deux frères extraordinaires, Romulus et Remus, fils de Mars, le dieu de la guerre et d'une mortelle. Mais son enfance ne ressemble pas à celle des autres enfants. Abandonnés, dans un panier qui flottait sur le Tibre, les jumeaux ont été secourus et élevés par une louve. Ce loup, qui leur donnait lait et protection, devint un symbole éternel de Rome. Lorsqu'ils furent grands, les frères décidèrent de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été sauvés, sur l'une des 7 collines qui entouraient le fleuve. Mais même dans ce moment épique, tout n'était pas harmonieux. Une dispute entre Romulus et Remus pour savoir qui dirigerait la nouvelle ville s'est terminée par une tragédie. Romulus, dans un acte de détermination et d'ambition, tua son frère et se proclama premier roi de Rome, donnant son nom à la ville. Bien que cette histoire soit entourée de mythes, elle reflète le caractère fort et souvent conflictuel qui définira Rome pour les siècles à venir. Sous le règne de Romulus et des 6 rois qui le suivirent, Rome grandit lentement, passant du statut de simple village parmi tant d'autres à celui de ville importante de la région du Latium. L'une des clés de son succès était sa position stratégique. Le Tibre assurait l'eau et le commerce, tandis que les collines offraient une protection contre les envahisseurs. De plus, Rome était entourée de tribus et de cultures qui, bien que souvent ennemies, contribuèrent également à son développement. Les premiers Romains n'étaient pas un peuple uniforme. C'était un mélange de latins, de sabins et d'étrusques. Ils apprirent auprès de leurs voisins étrusques l'art de la construction des villes, les systèmes de drainage et l'utilisation de l'arc en architecture, compétences qui deviendront plus tard des piliers du pouvoir romain. D'un autre côté, ils ont adopté des Grecs leur alphabet, une partie de leur religion et surtout leur amour du savoir et de la philosophie. Au cours de ces premiers siècles, Rome fut confrontée à des défis constants, des conflits internes au combat contre les tribus voisines qui tentaient de dominer la région. Mais il y avait quelque chose de spécial dans cette ville, un esprit de persévérance, une capacité à s'adapter et à apprendre de ses défaites. Chaque victoire, chaque alliance et chaque défaite enseignaient aux Romains quelque chose de précieux qu'ils utilisaient pour se renforcer. L'essor de Rome n'a été ni un processus rapide ni facile, mais ce fut une étape cruciale qui a jeté les bases de ce qui allait devenir plus tard l'un des empires les plus puissants et les plus durables de l'histoire. Rome était en train de naître, et même si personne ne le savait à l'époque, cette petite ville allait bientôt devenir le cœur du monde connu. Un moment important. Avez-vous déjà vérifié que vous êtes abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour le faire et activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Et d'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Chaque fois que vous le faites, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu et à rejoindre notre communauté passionnée d'histoire. Votre soutien est essentiel. Passons à autre chose. 3. La République romaine. Après le règne des 7 rois, Rome prit un tournant capital dans son histoire. En 509 avant JC, les Romains décidèrent qu'ils ne permettraient plus jamais à un seul homme d'avoir tout le pouvoir. C'est alors que naît la République romaine, un système de gouvernement qui façonnera sa société pendant près de 500 ans. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour les Romains ordinaires? Imaginez une ville pleine d'énergie, de débats houleux et de décisions qui affectent la vie de tous ses habitants. La République n'était ni parfaite ni égalitaire, mais elle introduisait une idée révolutionnaire pour l'époque. Le pouvoir devait être partagé. Au lieu de roi, Rome serait désormais gouvernée par des consuls, 2 hommes choisis chaque année et chargés de diriger l'armée et d'administrer la ville.
À cela s'ajoutait le Sénat, un conseil composé des familles les plus riches et les plus puissantes de Rome, qui prenait des décisions cruciales pour l'avenir de la République. Cependant, tout n'était pas aussi démocratique. La société romaine était divisée en deux grands groupes, les patriciens et les plébéiens. Les patriciens, descendants des familles fondatrices de Rome, contrôlaient le Sénat et occupaient les fonctions les plus importantes. D'un autre côté, les roturiers, qui constituaient la majorité de la population, travaillaient comme paysans, artisans et soldats, mais n'avaient que peu ou pas de pouvoir politique. Cette inégalité a généré des tensions et des luttes qui marqueront une grande partie de l'histoire républicaine. Au fil des siècles, les roturiers ont commencé à revendiquer davantage de droits. Ils refusèrent de combattre dans l'armée et abandonnèrent la ville à plusieurs reprises, obligeant les patriciens à céder. C'est ainsi que sont nées les tribunes de la plèbe, des représentants choisis par la plèbe pour protéger ses intérêts et opposer son veto aux décisions du Sénat qui lui nuisaient. Cette lutte pour l'égalité, bien que jamais complètement achevée, renforça la structure de la République et montra la combativité des Romains. Pendant ce temps, Rome poursuit son expansion. Les consuls menèrent des campagnes militaires contre les tribus voisines et peu à peu, la ville commença à dominer toute la péninsule italienne. Cette croissance n'était pas seulement due à leurs compétences militaires, mais aussi à leur capacité d'intégration. Les Romains offraient au peuple conquis la possibilité de devenir citoyens romains, ce qui favorisait la loyauté et la stabilité. Mais avec le pouvoir est venue l'ambition, et avec l'ambition, de nouveaux défis. À mesure que Rome grandissait, les décisions devenaient plus compliquées. Les guerres se sont étendues au-delà de l'Italie, et les ressources ont commencé à se concentrer entre les mains de quelques-uns. Les tensions internes, les rivalités entre dirigeants et les inégalités sociales croissantes ont préparé le terrain à des changements encore plus radicaux. La République romaine fut une période d'innovation, de conflits et d'expansion. C'est ici que furent semées les graines d'un empire qui dominerait le monde connu. Bien que loin d'être parfaite, la République a montré que Rome avait une capacité unique à s'adapter, évoluer et surmonter les défis, un trait qui définira à jamais son histoire. 4. La montée de l'Empire romain. Après des siècles d'expansion et de conflits sous la République, Rome atteint un tournant qui transformera son histoire et celle du monde entier. En 27 avant JC, après des années de guerre civile qui ébranlèrent les fondements de la République, surgit un homme qui allait changer le cours de l'histoire. Octavien, plus tard connu sous le nom d'Auguste, le premier empereur de Rome. Avec lui commence la période glorieuse connue sous le nom d'Empire romain. Imaginez une ville animée, pleine de temples majestueux, de rues animées et de l'arôme des marchés remplis d'épices, de fruits et de produits de toute la Méditerranée. Rome n'était pas seulement une ville, c'était le cœur d'un empire qui s'étendait des sables d'Égypte aux collines de Grande-Bretagne, des terres orientales de la Syrie aux côtes atlantiques de l'Hispanie. Un empire aussi vaste avait besoin d'une main ferme pour le gouverner, et Auguste y parvint en établissant un système qui garantirait la paix et la stabilité, connu sous le nom de Pax Romana. La Pax Romana ne signifiait pas simplement l'absence de guerre au sein de l'Empire, mais aussi l'épanouissement de la culture, du commerce et de la technologie. Durant cette période, certaines des œuvres les plus impressionnantes de l'histoire ont été construites. Le Colisée, avec son architecture imposante, est devenu un symbole de la grandeur de Rome. Les aqueducs apportaient de l'eau douce à des millions de personnes, et le célèbre réseau de voies romaines reliait les villes et les villages, permettant le commerce et la communication à une échelle sans précédent. L'armée romaine, l'une des plus disciplinées et organisées de l'histoire, protégeait non seulement les frontières de l'Empire, mais servait également d'outil d'intégration. Lorsque les Romains conquéraient un territoire, ils imposaient non seulement leur puissance militaire, mais ils emportaient aussi avec eux leur langue, leurs lois et leur culture. Cela a aidé des régions aussi diverses que l'Égypte
la Grèce et la Gaule à adopter des aspects de la vie romaine, créant ainsi un sentiment d'unité au sein de la diversité. Cependant, l'Empire n'était pas sans défi. Gouverner un territoire aussi vaste n'était pas une tâche facile. Les révoltes dans des provinces telles que la Judée, les menaces extérieures de tribus telles que les Goths et les Parthes, et les intrigues au sein même de Rome mettaient constamment à l'épreuve les capacités de ses dirigeants. Mais malgré ces défis, Rome a continué à briller en tant que centre du monde connu. L'un des aspects les plus fascinants de l'Empire romain était sa capacité à absorber et à intégrer les cultures des territoires conquis. Par exemple, bien que les Romains aient adopté la mythologie grecque, ils l'ont transformée en la leur, en donnant aux dieux grecs des noms latins et en les adaptant à leur mode de vie. Cela montre comment Rome, plutôt que de détruire les cultures, les a enrichies et les a intégrées à son identité. L'essor de l'Empire romain ne fut pas seulement une période de conquête et de construction. C'était une époque d'innovation, d'échanges culturels et de développement qui a jeté les bases de nombreuses structures politiques, juridiques et culturelles que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais, comme toute grande puissance, Rome serait également confrontée au défi du déclin, marquant le début d'une nouvelle étape de son histoire. Cependant, à cette époque, Rome était incontestablement le centre du monde, un phare de civilisation et de grandeur qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. 5. La chute de l'Empire romain d'Occident. Après des siècles de splendeur, l'Empire romain d'Occident commence à montrer des signes d'affaiblissement. Pour comprendre comment une civilisation aussi puissante a fini par tomber, il est important de regarder au-delà des batailles et des invasions. La chute de Rome n'a pas été un événement soudain, mais un processus long et complexe qui s'est déroulé sur des siècles, plein de tensions internes, de défis économiques et de pressions externes. Imaginez une Rome qui, bien que toujours imposante, commence à montrer des fissures dans sa structure. Au IIIe siècle, le vaste territoire de l'Empire devient de plus en plus difficile à gouverner. Les frontières étaient immenses et constamment menacées par des peuples barbares comme les Goths, les Vandales et les Huns, qui cherchaient à pénétrer dans les riches terres de l'Empire. Pour se défendre, les Romains durent augmenter leur armée, mais cela ne suffisait pas. Souvent, ils ont même embauché des mercenaires barbares pour protéger leurs frontières, ce qui, ironiquement, a encore affaibli leur contrôle. À Rome, les problèmes étaient tout aussi graves. L'économie était en crise. Le commerce, qui avait été l'élément vital de l'Empire, commença à décliner. Des impôts élevés, combinés à la corruption et à la mauvaise gestion des ressources, ont poussé de nombreuses personnes à quitter les villes pour chercher une vie plus simple à la campagne. Les villes, autrefois pleines de vie, ont commencé à perdre de leur éclat. L'Empire fut également confronté à une série de luttes internes. Les empereurs ne gouvernaient plus avec la même autorité qu'Auguste ou Trajan. Au cours d'une période connue sous le nom de crise du IIIe siècle, Rome a eu plus de 20 empereurs en seulement 50 ans, dont beaucoup ont été assassinés ou renversés. Cette instabilité politique affaiblit encore davantage l'Empire, laissant Rome vulnérable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. En 395, l'empereur Théodose divise l'Empire en deux parties. L'Empire romain d'Occident, avec sa capitale à Rome, et l'Empire romain d'Orient, avec sa capitale à Constantinople. Même si cette division visait à faciliter le gouvernement, elle marqua en réalité le début de la fin pour l'Occident. Tandis que l'Est prospérait sous la direction de Constantinople, l'Ouest était confronté à un déclin imparable. Le coup final fut porté en 476. Lorsqu'Odoacre, un dirigeant germanique, déposa le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule. Cet événement est considéré par beaucoup comme la fin officielle de l'Empire romain d'Occident. Il ne s'agit cependant pas d'un effondrement total. De nombreuses institutions et coutumes romaines se sont poursuivies dans les royaumes barbares qui ont émergé en Europe. Par exemple, le droit romain et la religion chrétienne, que Rome avait adoptée comme officielle, restaient des piliers fondamentaux de la civilisation occidentale.
Même si l'Empire d'Occident s'est effondré, son héritage est resté. L'architecture, la langue, les lois et les valeurs culturelles de Rome ont continué à influencer l'Europe pendant des siècles. En fait, la chute de Rome a marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire, le Moyen Âge. Et même, si Rome n'était plus la puissance dominante qu'elle avait été, son esprit perdurait, écho de son ancienne grandeur. La chute de l'Empire romain d'Occident n'était pas simplement la fin d'une époque, c'était la transformation d'une civilisation. Rome n'était plus le centre politique du monde, mais son impact se faisait sentir aux quatre coins de l'Europe et au-delà, en tant que fondement de nombreuses sociétés modernes que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, même dans sa chute, Rome resta immortelle. Un moment privilégié. Aimez-vous cette histoire? Alors partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire fascinante et à être inspirés comme vous. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Oserez-vous? Continuons cet incroyable voyage. 6. Italie médiévale, royaumes et cités-États. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, la péninsule italienne entre dans une période de profonde transformation. Imaginez un scénario de fragmentation dans lequel ce qui était autrefois un empire unifié était désormais divisé en petits royaumes, duchés et villes luttant pour le contrôle. Cette période, connue sous le nom de Moyen Âge, fut non seulement une période de défis, mais aussi le début d'une nouvelle identité pour l'Italie. Au cours des siècles suivants, des envahisseurs barbares, comme les Ostrogoths et les Lombards, s'installèrent en Italie. Les Ostrogoths, dirigés par le roi Théodoric, tentèrent de maintenir vivantes les traditions romaines, adoptant même certains aspects de leur culture. Cependant, son règne ne dura pas longtemps, et bientôt les Lombards, un autre peuple germanique, prirent le contrôle d'une grande partie de la péninsule. C'était une époque de changement constant, où la péninsule ressemblait à un échiquier, où différentes factions se battaient pour le pouvoir. Pendant ce temps, au cœur de l'Italie, une petite ville commençait à prendre de l'importance, Rome. Même si elle n'était plus la capitale d'un grand empire, elle restait le centre spirituel du christianisme. Les papes ont assumé un rôle politique et religieux de plus en plus important, agissant comme médiateurs entre différentes factions et établissant le pouvoir de l'Église catholique dans toute l'Europe. Au fil des siècles, de nouvelles forces ont émergé sur la péninsule. Des villes comme Venise, Florence, Milan et Gênes commencent à se distinguer non seulement par leur richesse, mais aussi par leur indépendance. Ces cités-États, gouvernées par des familles puissantes ou des systèmes républicains, sont devenus des centres de commerce, d'art et de culture. Venise, par exemple, est devenue célèbre pour sa domination du commerce maritime en Méditerranée, tandis que Florence a prospéré grâce à son industrie textile et à son secteur bancaire. Cette période a également vu la construction d'imposantes cathédrales, monastères et châteaux qui dominent encore aujourd'hui le paysage italien. Les moines, en particulier, jouèrent un rôle crucial dans la préservation des connaissances anciennes, en copiant des manuscrits et en promouvant l'éducation dans leurs monastères. Cependant, tout n'était pas synonyme de prospérité. Les rivalités entre cités-États se transformaient souvent en guerres sanglantes. Alliances fragiles et trahisons étaient à l'ordre du jour, et des familles puissantes, comme les Médicis à Florence ou les Sforza à Milan, luttaient constamment pour maintenir leur influence. De plus, l'Italie était au carrefour des envahisseurs étrangers. Les Francs, dirigés par Charlemagne, établirent le Saint-Empire romain germanique dans le nord de l'Italie, tandis que les Normands prirent le contrôle du sud, y compris la Sicile, créant une mosaïque de cultures et de traditions qui enrichit encore la péninsule. Malgré les conflits et la fragmentation, l'Italie médiévale a jeté les bases de la Renaissance, une période qui allait redéfinir non seulement l'histoire de l'Italie, mais aussi celle du monde entier. Cette époque des royaumes et des cités-États fut un laboratoire d'innovation où les germes de la modernité commencèrent à germer. Du commerce à l'art,
en passant par la religion et la politique, le Moyen Âge en Italie n'a pas été une période sombre, mais un pont vers un avenir radieux. C'est la Renaissance. L'Italie mène le renouveau culturel. Après des siècles de guerres, de divisions et de conflits internes, l'Italie est devenue le centre de la Renaissance, une période de splendeur culturelle et artistique qui a marqué une véritable renaissance des arts, des sciences et de la pensée. Ce chapitre fascinant, qui a débuté au XIVe siècle, avait son cœur dans les cités-États italiennes, notamment Florence, Venise, Rome et Milan. Imaginez des rues pleines d'activités, des ateliers d'artistes, des bibliothèques remplies de manuscrits anciens et des places où philosophes, scientifiques et poètes débattaient des idées qui allaient changer le monde. L'étincelle de la Renaissance est née de la redécouverte des idéaux classiques grecs et romains, mêlés à un profond désir d'innovation et à une nouvelle perspective de l'être humain en tant que centre de l'univers. À Florence, ville dynamique et prospère, émergea l'une des familles les plus influentes de l'époque, les Médicis. Cette dynastie bancaire a non seulement accumulé pouvoir et richesse, mais est également devenue le mécène d'artistes tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Botticelli. Grâce à leur soutien, des chefs-d'œuvre ont été construits comme le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, conçu par Filippo Brunelleschi, une prouesse architecturale qui a ébloui le monde. Pendant ce temps, Rome vivait également sa propre révolution artistique. Les papes de la Renaissance, comme Jules II et Léon X, ont transformé la ville en un musée vivant. Ils ont chargé des artistes comme Michel-Ange de créer la chapelle Sixtine, un plafond couvert de scènes bibliques qui, encore aujourd'hui, laisse ceux qui le regardent à bout de souffle. Raphaël, autre génie de la Renaissance, a rempli le Vatican de fresques reflétant la grandeur de l'Église et de l'humanité. Venise, pour sa part, s'est épanouie comme une ville unique, construite sur l'eau. Sa richesse provenait du commerce maritime et de ses liens avec l'Orient. Ici, des artistes tels que Titien et Véronèse ont propulsé la peinture vers de nouveaux sommets en utilisant des couleurs vives et des techniques révolutionnaires qui captaient la lumière et l'émotion. Mais la Renaissance n'était pas seulement une question d'art. C'était une époque de découvertes scientifiques et philosophiques. Galileo Galilei, né à Pise, a révolutionné l'astronomie en démontrant que la Terre tournait autour du Soleil, remettant en question les croyances traditionnelles de l'époque. Nicolas Machiavel, à Florence, a écrit Le Prince, un traité politique encore étudié aujourd'hui. Dans les universités italiennes, comme celle de Bologne, la plus ancienne d'Europe, on débattait d'idées qui remettaient en question les normes établies et ouvraient les portes à la pensée moderne. De plus, l'imprimerie, introduite en Italie au XVe siècle, a permis une diffusion des livres et des idées comme jamais auparavant. Les textes classiques, traduits et annotés par des érudits de la Renaissance, ont atteint un public plus large, favorisant l'amour du savoir et de l'éducation. La Renaissance n'a pas seulement transformé l'Italie. Ces idées se sont répandues dans toute l'Europe, influençant la culture, la politique et la religion. C'était une époque où les êtres humains osaient rêver plus haut, remettre en question ce qui était établi et créer une beauté immortelle. Cette période a laissé un héritage qui perdure aujourd'hui. Des peintures qui ornent les musées, aux théories qui ont jeté les bases de la science moderne. La Renaissance a été l'époque où l'Italie est devenue le berceau de la créativité et du savoir, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour l'humanité. 8. Invasions étrangères et fragmentation politique. Après la splendeur de la Renaissance, la péninsule italienne entre dans une période tumultueuse qui met à l'épreuve sa richesse et son esprit. De la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle, l'Italie devient le théâtre d'intenses rivalités entre puissances étrangères, toutes désireuses de contrôler son vaste territoire et ses ressources. Ce qui était autrefois une mosaïque de cités-États prospères et culturellement riches est devenu un champ de bataille pour les empires européens tels que la France, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique.
Imaginez un pays divisé, où chaque ville, chaque duché et chaque royaume se bat non seulement pour sa survie, mais aussi pour son identité. En 1494, Charles VIII de France commença ce qui allait devenir les guerres d'Italie, en envahissant Naples. Ce n'était que la première d'une longue campagne au cours de laquelle les grandes puissances européennes, dont l'Espagne, le Saint-Empire, romain germanique et plus tard l'Autriche, cherchaient à imposer leur domination en Italie. La région du nord de l'Italie, en particulier Milan, est devenue un point clé de ces luttes. À un moment donné, les Français contrôlaient la région, mais les armées espagnoles, dirigées par des personnalités telles que le célèbre Gonzalo Fernández de Cordoba, connu sous le nom de Grand Capitaine, ont réussi à en prendre le contrôle, renforçant ainsi l'influence de l'Espagne sur l'Italie pendant plus d'un siècle. Pendant ce temps, dans le sud, le royaume de Naples et de Sicile passa des mains françaises aux mains espagnoles, puis fut gouverné par les Habsbourg autrichiens. Chaque changement de pouvoir a entraîné de nouvelles politiques, de nouvelles accès et souvent un plus grand appauvrissement du peuple, qui a supporté le poids de ces luttes entre les élites. Mais les étrangers ne sont pas les seuls à contribuer à la fragmentation de l'Italie. Les familles dirigeantes locales, comme les Médicis à Florence, les Sforza à Milan et les Este à Ferrare, jouèrent également leur propre jeu de pouvoir. Dans certains cas, ces familles cherchaient à conclure des alliances avec des puissances étrangères pour protéger leurs intérêts, aggravant ainsi la division interne de l'Italie. Malgré les troubles politiques, cette période n'a pas été complètement sombre. Au milieu des guerres, Venise est restée un phare du commerce et de la culture, résistant à la domination étrangère et conservant son indépendance plus longtemps que la plupart des autres cités-États. De plus, même sous contrôle étranger, les villes italiennes sont restées des centres d'art, d'architecture et de pensée. Le baroque, mouvement artistique caractérisé par son drame et sa grandeur, a prospéré en Italie à cette époque, avec des figures telles que le Caravage et le Bernin laissant leur marque sur les églises et les palais. Cependant, l'intervention étrangère constante et le manque d'unité interne ont laissé l'Italie fragmentée et affaiblie. Les aspirations à l'unification semblaient lointaines et de nombreuses régions commençaient à accepter l'idée que leur destin était lié aux puissances étrangères qui les dirigeaient. Cette période d'invasion et de fragmentation fut cruciale pour façonner le caractère de l'Italie. Bien que divisé, le pays a commencé à développer un désir d'unité et d'autonomie qui allait semer les graines des mouvements nationalistes du XIXe siècle. L'histoire de l'Italie à cette époque n'est pas seulement celle d'un pays divisé, mais aussi celle d'un peuple résilient qui, même dans les moments les plus sombres, a gardé vivante sa riche culture et son identité unique. Arrêtez-vous là. Si vous appréciez cette histoire incroyable, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu fascinant. C'est un petit geste, mais il a un grand impact. Nous comptons sur vous. Continuons cette aventure. 9. Les mouvements nationalistes du XIXe siècle. Après des siècles de fragmentation et de domination étrangère, de profonds changements ont commencé à se produire en Italie au XIXe siècle. Imaginez un pays divisé en plusieurs royaumes et duchés, certains dirigés directement par des puissances étrangères comme l'Autriche, tandis que d'autres conservent une autonomie limitée. Malgré ces divisions, quelque chose de nouveau et de puissant commençait à se réveiller. Un rêve commun d'unité, de liberté et d'indépendance. Ce rêve a pris forme dans les mouvements nationalistes, animés par des personnalités visionnaires qui ont consacré leur vie à la cause de l'unification de l'Italie. L'un des pionniers de ce mouvement fut Giuseppe Mazzini, un homme passionné qui croyait en la création d'une Italie unifiée et démocratique. Il a fondé le mouvement La Giovine Italia, Jeune Italie, qui cherchait à inciter les jeunes Italiens à se battre pour un pays uni. Mazzini n'était pas seulement un homme politique, c'était un idéaliste qui considérait l'unité italienne comme un pas vers un monde plus juste. Mais l'unité italienne ne serait pas facile à réaliser.
les puissances étrangères, notamment l'Autriche, qui contrôlait le nord de l'Italie, étaient déterminées à maintenir leur influence. De plus, les différences culturelles et économiques entre les régions italiennes font qu'il est difficile d'imaginer un pays cohésif. Malgré cela, les mouvements nationalistes ont continué à se développer et de nouveaux dirigeants ont émergé pour porter la lutte à un niveau supérieur. L'un de ces dirigeants était Giuseppe Garibaldi, un héros charismatique et courageux qui a inspiré les masses par sa détermination et ses compétences militaires. Garibaldi dirigeait un groupe de volontaires connu sous le nom de Chemise Rouge, une armée d'hommes déterminés à libérer le sud de l'Italie de la domination étrangère et à l'unir au nord. Leurs exploits, comme la célèbre expédition des Milles en 1860, sont devenus des légendes. Garibaldi n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un symbole d'espoir pour des millions d'Italiens. Pendant ce temps, au nord, un autre homme jouait un rôle clé dans la cause de l'unification, le comte Camillo di Cavour, premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne. Cavour était un brillant stratège politique qui comprenait que la diplomatie était aussi importante que la force militaire. Il a travaillé sans relâche pour s'allier avec des puissances telles que la France dirigée par Napoléon III afin d'affaiblir le contrôle autrichien dans le nord de l'Italie. Les efforts combinés de ces personnalités ont culminé avec un moment historique en 1861, lorsque Victor Emmanuel II, roi du Piémont-Sardaigne, a été proclamé premier roi d'une Italie unifiée. Même s'il restait des régions comme Rome et Venise, échappant au contrôle italien, il s'agissait d'une étape monumentale vers la réalisation du rêve nationaliste. Cependant, le chemin vers une unité complète n'a pas été facile. En 1870, Rome, sous le contrôle du pape et protégée par les troupes françaises, est finalement rattachée à l'Italie après le retrait de la France dû à la guerre franco-prussienne. Rome fut déclarée capitale du Royaume d'Italie, marquant la fin du processus d'unification territoriale. Les mouvements nationalistes du XIXe siècle ont non seulement donné naissance à une Italie unifiée, mais ont également éveillé un sentiment d'identité et de détermination chez ses citoyens. Cette période de lutte, de sacrifice et d'espoir a jeté les bases d'un pays qui, même s'il devait encore faire face à des défis, partageait désormais un rêve commun. L'histoire de l'Italie au cours de ce siècle est la preuve que même les plus grands rêves peuvent devenir réalité lorsque le peuple s'unit pour une cause. 10. Unification italienne. L'unification italienne fut un processus long et complexe, plein de batailles, d'alliances diplomatiques et de sacrifices. Même si nous avons déjà parlé de l'émergence du mouvement nationaliste au XIXe siècle, ce moment historique n'a atteint son apogée que lorsque toutes les pièces du puzzle qui constituaient l'Italie se sont réunies. Imaginez une péninsule divisée en petits royaumes et provinces, certains sous le contrôle de puissances étrangères, comme l'Autriche et la France, et d'autres dirigés par des dirigeants locaux ayant leurs propres agendas. Mais au milieu de cette fragmentation, les Italiens ont commencé à partager un rêve commun, l'unification de leur pays en un seul État fort et souverain. Le royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor Emmanuel II et son brillant premier ministre, Camillo di Cavour, fut le noyau de ce mouvement. Cavour, maître en diplomatie, avait compris que l'unité italienne ne serait pas réalisée uniquement par des idéaux, mais aussi par une combinaison de stratégies politiques et de puissance militaire. Il a travaillé dur pour renforcer le Piémont-Sardaigne, moderniser son économie et conclure des alliances clés avec des puissances telles que la France. L'une des premières grandes victoires eut lieu en 1859, lors de la Seconde Guerre d'indépendance italienne. Grâce à l'alliance avec Napoléon III, les troupes franco-piémontaises battirent l'Autriche lors des batailles de Magenta et Solferino, permettant à l'Italie de récupérer des régions clés comme la Lombardie. Ce triomphe fut un moment d'espoir pour les Italiens, mais le combat était loin d'être terminé. Pendant ce temps, dans le sud de l'Italie, Giuseppe Garibaldi et ses légendaires chemises rouges menaient une campagne audacieuse pour libérer le royaume des deux Siciles.
En 1860, Garibaldi dirigea la célèbre expédition des 1000, une petite force qui, contre toute attente, réussit à conquérir la Sicile puis Naples. Son charisme et sa détermination ont inspiré des milliers de bénévoles et sa réussite a été une étape cruciale vers l'unification. Cependant, même parmi les dirigeants italiens, il y avait des divergences. Garibaldi, fervent républicain, rêvait d'une Italie démocratique, tandis que Cavour et Victor Emmanuel II cherchaient à consolider une monarchie unifiée. Malgré ces tensions, Garibaldi cède les terres qu'il avait conquises à Victor Emmanuel, eux dans un geste d'unité nationale. En 1861, le royaume d'Italie est proclamé avec Victor Emmanuel II comme premier roi. Mais l'unification territoriale n'était pas encore achevée. Des régions clés telles que Venise et Rome sont restées hors du contrôle italien. Venise, aux mains de l'Autriche, fut finalement annexée en 1866 après la Troisième Guerre d'indépendance italienne, grâce à une alliance avec la Prusse. Rome, quant à elle, était protégée par les troupes françaises en raison de son importance en tant que siège de la papauté. Ce n'est qu'en 1870, lorsque la France retira ses troupes pour faire face à la guerre franco-prussienne, que l'Italie put prendre Rome et en faire sa capitale. Ce processus, connu sous le nom de Risorgimento, a non seulement unifié géographiquement l'Italie, mais a également éveillé un sentiment d'identité nationale parmi ses habitants. Toutefois, l'unification n'a pas résolu tous les problèmes. L'Italie a été confrontée à d'énormes défis, tels que le fossé économique entre le nord industrialisé et le sud agricole, et la résistance de certains secteurs qui ne s'identifiaient pas au nouvel État. Malgré ces difficultés, l'unification italienne fut une réalisation monumentale, unissant un pays divisé depuis des siècles. C'était le début d'une nouvelle ère pour l'Italie, une nation qui pouvait désormais envisager l'avenir comme un État indépendant et unifié. Ce chapitre de l'histoire italienne reste un témoignage de la puissance de la détermination, du sacrifice et du rêve commun d'un peuple. 11. Rome comme capitale de l'Italie. L'unification de l'Italie étant pratiquement achevée, il manquait encore une pièce cruciale, Rome. Pendant des siècles, Rome a été bien plus qu'une ville. C'était un symbole de pouvoir, d'histoire et de spiritualité. Elle fut la capitale de l'Empire romain, puis le centre du christianisme, siège de la papauté. Faire de Rome la capitale de l'Italie n'était pas seulement une question géographique, mais aussi un geste profondément symbolique qui représentait l'aboutissement du rêve du Risorgimento. Après la proclamation du Royaume d'Italie en 1861, Turin, au nord, fut désignée comme première capitale du nouveau pays unifié. Cependant, tout le monde n'a pas été satisfait de cette décision. De nombreux Italiens, notamment nationalistes, considéraient Rome comme la seule ville digne d'être le cœur de l'Italie. Mais à cette époque, Rome était encore sous le contrôle du pape, protégée par les troupes françaises stationnées là par Napoléon III. Le conflit autour de Rome n'était pas seulement politique, mais aussi religieux. Le pape Pie IX, chef de l'Église catholique, n'a pas reconnu l'autorité du nouveau royaume d'Italie sur les territoires qui appartenaient historiquement aux États pontificaux. Pour de nombreux catholiques fervents, cela posait un dilemme. Comment soutenir un État qui contestait l'autorité du pape ? Malgré ces tensions, les dirigeants italiens étaient déterminés à inclure Rome dans le royaume unifié. L'occasion se présente en 1870, lorsqu'éclate la guerre franco-prussienne. Napoléon III, confronté à une crise militaire, retire ses troupes de Rome pour défendre la France. Cela a rendu la ville vulnérable. Le 20 septembre 1870, les troupes italiennes dirigées par le général Raffaele Cadorna entrent dans Rome après une brève bataille à Porta Pia Gap. L'événement fut rapide, mais chargé de symbolisme. Enfin, Rome était italienne. Peu de temps après, Rome fut déclarée capitale du Royaume d'Italie. Ce moment marque le point culminant du processus d'unification, mais inaugure également une période de relations tendues entre l'État italien et l'Église catholique.
Le pape Pie IX s'est retiré au Vatican, se proclamant prisonnier au Vatican pour protester contre la perte des États pontificaux. Ce conflit, connu sous le nom de question romaine, durera des décennies. Malgré ces tensions, Rome commença à se transformer rapidement. D'une ville relativement petite avec une infrastructure ancienne, elle est devenue le centre politique et administratif de l'Italie. De nouveaux bâtiments gouvernementaux, avenues et monuments ont été construits, dont l'imposant Vittoriano, un monument dédié au roi Victor Emmanuel II qui symbolisait l'unité du pays. Pour les Italiens, Rome n'était pas seulement une capitale politique. C'était un rappel constant de sa riche histoire et des sacrifices consentis pour parvenir à l'unification. La ville, avec sa combinaison unique de ruines antiques et de nouvelles constructions, représentait la fusion du passé glorieux de l'Italie et de son avenir prometteur. Au fil du temps, Rome s'est non seulement imposée comme le cœur de l'Italie, mais aussi comme un phare culturel, religieux et historique pour le monde entier. Cette dernière étape de l'unification italienne a non seulement marqué la clôture d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle ère dans laquelle l'Italie, avec Rome comme âme, était enfin unie et prête à affronter les défis de l'avenir. 12. L'Italie dans les guerres mondiales. Le XXe siècle a apporté son lot de défis monumentaux pour l'Italie, un pays qui n'avait réussi à s'unir que quelques décennies plus tôt. Les guerres mondiales, ces conflits qui ont secoué le monde entier, ont profondément marqué l'histoire italienne, tant dans sa politique que dans la vie de son peuple. L'Italie pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Italie se déclare neutre. Même s'ils avaient une alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, connue sous le nom de Triple Alliance, les dirigeants italiens hésitaient à se joindre au conflit. L'Autriche-Hongrie, leur allié, était leur ennemi depuis des siècles, contrôlant des parties du nord de l'Italie comme le Trentin et le Tyrol du Sud, des territoires que les nationalistes italiens étaient impatients de récupérer. En 1915, après d'intenses négociations avec les Alliés, France, Royaume-Uni et Russie, l'Italie signe le traité de Londres. Cet accord promettait à l'Italie non seulement le Trentin et le Tyrol du Sud, mais également d'autres terres, comme la Dalmatie, si les Alliés gagnaient la guerre. Convaincu qu'il s'agissait là d'une opportunité d'étendre son territoire, l'Italie entre en guerre aux côtés des Alliés. Le conflit en Italie s'est concentré principalement sur le front alpin, une région montagneuse et difficile d'accès. Les batailles dans des endroits comme la rivière Isonzo et Caporetto ont été brutales, avec des milliers de soldats confrontés au froid, aux avalanches et à la menace constante de l'ennemi. Bien que l'armée italienne ait subi de lourdes pertes, elle a réussi à tenir le coup et a finalement remporté, avec l'aide des Alliés, une victoire à la bataille de Vittorio Veneto en 1918, qui a marqué la fin du conflit en Italie. Cependant, la victoire n'a pas apporté la paix espérée. Lors de la conférence de paix de Paris, l'Italie n'a pas reçu toutes les terres promises dans le traité de Londres, ce qui a suscité un profond mécontentement dans le pays. Cette déception, connue sous le nom de victoire mutilée, a alimenté un climat de frustration qui sera ensuite exploité par des personnalités telles que Benito Mussolini. L'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. La Seconde Guerre mondiale constitue un chapitre encore plus sombre de l'histoire italienne. En 1922, Benito Mussolini, chef du parti fasciste, accède au pouvoir et instaure une dictature. Sous sa direction, l'Italie est devenue un État totalitaire, cherchant à raviver la grandeur de l'Empire romain. Mussolini s'est allié à Adolf Hitler, chef de l'Allemagne nazie, et ils ont formé ensemble l'axe Rome-Berlin. En 1940, Mussolini décide d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, estimant que la victoire est assurée. Cependant, l'Italie n'était pas militairement préparée à un conflit d'une telle ampleur. Les campagnes militaires italiennes en Grèce, en Afrique du Nord et dans les Balkans furent un désastre. Les soldats étaient confrontés à un manque de ressources, à une mauvaise planification et à une résistance farouche de la part des ennemis.
En 1943, la situation devient intenable. Les Alliés envahissent l'Italie, débarquent en Sicile et avancent vers le nord. En juillet de la même année, Mussolini est renversé et arrêté et le nouveau gouvernement italien, dirigé par Pietro Badoglio, signe un armistice avec les Alliés. Cependant, l'Allemagne n'a pas permis à l'Italie d'abandonner la guerre aussi facilement. Les troupes allemandes occupèrent une grande partie du pays et Mussolini, sauvé par les nazis, établit un gouvernement fantoche dans le nord, connu sous le nom de République de Salo. La guerre s'est poursuivie en Italie jusqu'en 1945, avec des combats dévastateurs, détruisant des villes et plongeant des millions d'Italiens dans la pauvreté. Finalement, en avril 1945, Mussolini fut capturé et exécuté par des partisans italiens, marquant la fin du fascisme en Italie. Peu de temps après, le pays fut complètement libéré. Les conséquences des guerres mondiales. Les deux guerres ont laissé l'Italie dévastée, tant économiquement que socialement. Les villes étaient en ruine et des millions d'Italiens avaient perdu leurs maisons et leurs proches. Mais ces conflits marquent également un tournant. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a aboli la monarchie en 1946 par référendum et est devenue une république. Il s'agit d'un nouveau départ, quoique semé d'embûches, pour un pays qui a appris à grands frais les leçons de la guerre. La participation de l'Italie aux guerres mondiales fut une période de grandes pertes et souffrances, mais aussi de transformation. Des décombres de ces conflits a émergé une Italie renouvelée, en quête de paix, de stabilité et d'une place dans un monde en mutation. Un moment rapide, mais important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal. De cette façon, vous ne manquerez plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Et aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Par ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ce contenu et à rejoindre notre communauté passionnée d'histoire. Ensemble, nous faisons la différence. Continuons cette incroyable aventure. 13. L'effondrement du fascisme et la naissance de la République italienne. La Seconde Guerre mondiale a non seulement laissé l'Italie physiquement dévastée, mais a également marqué un profond changement dans son système politique et dans son identité. La fin de la dictature fasciste de Benito Mussolini en 1945 a ouvert la porte à une nouvelle étape de l'histoire italienne, pleine d'incertitudes, de reconstruction et de renaissance de la démocratie. La fin du fascisme. Alors que la guerre touchait à sa fin, le régime de Mussolini commença à s'effondrer. L'invasion alliée de l'Italie en 1943 et l'occupation allemande du nord du pays ont intensifié le chaos. La résistance italienne, composée de partisans, a joué un rôle crucial dans la lutte contre les forces nazies et fascistes. Ces hommes et ces femmes, issus d'idéologies politiques diverses, partageaient un objectif commun: libérer l'Italie de la tyrannie. En avril 1945, des partisans capturèrent Mussolini alors qu'il tentait de fuir vers la Suisse. Avec son amante, Claretta Petacci, il a été sommairement exécuté et leurs corps ont été exposés publiquement à Milan comme symbole de la fin de son régime. Cet événement marqua non seulement la chute du fascisme, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'Italie. Le référendum de 1946. Monarchie ou république? Avec la fin de la guerre, l'Italie devait décider de son avenir. La monarchie, dirigée par le roi Victor Emmanuel III, avait été complice de la montée de Mussolini et de son régime fasciste, érodant la confiance du peuple dans la Maison de Savoie. En 1946, un référendum historique a eu lieu pour décider si l'Italie resterait une monarchie ou deviendrait une république. Le 2 juin 1946, les Italiens se rendent aux urnes. Ce fut un moment unique puisque pour la première fois, les femmes italiennes pouvaient voter à une élection nationale. Le résultat était clair. À la majorité, l'Italie a choisi de devenir une république.
La monarchie fut abolie et la famille royale exilée, marquant la fin de siècles de régime monarchique sur la péninsule. La Constitution de 1948, la naissance d'une nouvelle Italie. À la suite du référendum, une assemblée constituante a été formée pour rédiger une nouvelle constitution reflétant les idéaux démocratiques de l'Italie moderne. En 1948, la nouvelle constitution italienne fut promulguée, établissant une république parlementaire. Ce document garantissait des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, l'égalité devant la loi et le suffrage universel. Il définit également la séparation des pouvoirs, assurant un équilibre entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Reconstruction économique et sociale. La fin du fascisme et la guerre ont laissé l'Italie en ruine. Les villes ont été détruites, l'économie s'est effondrée et la population a été confrontée à la faim et à la pauvreté. Cependant, les Italiens ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Avec l'aide du plan Marshall, un programme américain d'aide économique, l'Italie a commencé à se reconstruire. Les infrastructures, les usines et les habitations ont été reconstruites et peu à peu, l'économie a commencé à se redresser. Le miracle économique italien. Dans les années 1950, l'Italie a connu ce que l'on appelle le miracle économique italien. L'industrialisation s'est accélérée, en particulier dans le nord, où des villes comme Milan et Turin sont devenus des centres de production d'automobiles, de textiles et d'appareils électroménagers. Des entreprises comme Fiat et Olivetti sont devenues des symboles de la renaissance économique italienne. Malgré des défis tels que les disparités économiques entre le Nord et le Sud, l'Italie a commencé à se positionner comme une puissance industrielle en Europe. Cette période a également apporté une explosion culturelle, avec l'essor du cinéma italien, représenté par des réalisateurs tels que Federico Fellini et Vittorio De Sica, et une nouvelle vague de musique et de mode qui a placé l'Italie au centre de la scène mondiale. L'héritage de l'effondrement du fascisme. La transition de l'Italie d'un régime fasciste à une démocratie n'a pas été facile, mais elle a marqué une renaissance pour le pays. La résistance, la participation citoyenne et l'engagement envers les valeurs démocratiques ont jeté les bases d'une Italie moderne et pluraliste. Aujourd'hui, cette période reste gravée dans les mémoires comme un moment déterminant dans l'histoire du pays, un rappel de la capacité des Italiens à surmonter l'adversité et à construire un avenir meilleur. L'effondrement du fascisme et la naissance de la République italienne ont non seulement transformé l'Italie, mais ont également envoyé un message au monde. Même après les moments les plus sombres, il est possible de renaître et de construire une société fondée sur la liberté, l'égalité et la démocratie. 14. Le miracle économique italien. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la proclamation de la République italienne, l'Italie était confrontée à une tâche titanesque: reconstruire un pays dévasté par le conflit, avec des villes en ruine, une économie effondrée et des millions de personnes vivant dans la pauvreté. Mais de cette dévastation est né un phénomène extraordinaire qui allait transformer la nation: le miracle économique italien. Cette période, qui s'étend de la fin des années 40 au début des années 70, marque un changement profond dans l'histoire de l'Italie, la faisant passer de la pauvreté à celle de puissance industrielle et économique. Le début de la reconstruction. L'Italie, comme de nombreux autres pays européens, a reçu l'aide du Plan Marshall, un programme d'assistance économique dirigé par les États-Unis qui visait à reconstruire l'Europe après la guerre et à stopper la propagation du communisme. Grâce à ces ressources, le gouvernement italien a commencé à réparer les infrastructures détruites, telles que les ponts, les routes et les voies ferrées, essentielles pour relier le pays et revitaliser l'économie. Malgré les difficultés initiales, les Italiens ont fait preuve d'une admirable résilience. Les usines ont repris leurs activités, les terres agricoles ont été réhabilitées et les villes ont commencé à reprendre leur rythme. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en œuvre des politiques économiques qui ont encouragé l'industrialisation
et favoriser les exportations, jetant ainsi les bases de la croissance. L'industrialisation du Nord. Le nord de l'Italie, avec des villes comme Milan, Turin et Gênes, est devenu le moteur industriel du pays. Les usines qui produisaient auparavant des biens de guerre ont commencé à fabriquer des automobiles, des appareils électroménagers et des machines. Des entreprises telles que Fiat, Pirelli et Olivetti sont devenues des géants industriels, produisant des véhicules, des pneus et des produits technologiques exportés dans le monde entier. La demande de produits italiens a augmenté rapidement, en particulier dans des secteurs tels que la mode et le design, où l'Italie a commencé à se démarquer par son style et sa qualité. Des marques comme Vespa, connues pour ses motos emblématiques, et Alfa Romeo sont devenues des symboles de la créativité et de l'ingéniosité italienne. Migration interne. Tandis que le nord prospérait, le sud de l'Italie, connu sous le nom de Mezzogiorno, restait une région essentiellement agricole, avec moins de possibilités économiques. Cela a déclenché une énorme migration interne, où des millions d'Italiens du Sud se sont déplacés vers le Nord à la recherche d'un emploi dans les usines et de meilleures conditions de vie. Si cette migration a contribué à dynamiser l'industrie, elle a également intensifié les disparités économiques et sociales entre le Nord et le Sud. La montée de la consommation et de la société de masse. Avec l'augmentation des revenus et la disponibilité des biens de consommation, les Italiens ont commencé à connaître un changement dans leur mode de vie. La télévision, les appareils électroménagers et les automobiles sont devenus plus accessibles aux familles moyennes, ouvrant la voie à une société de consommation. Des émissions de télévision comme Carosello et des événements sportifs ont commencé à unir le pays, créant une identité culturelle partagée. La mode et le cinéma ont également joué un rôle important dans cette renaissance culturelle. Des cinéastes tels que Federico Fellini et Michelangelo Antonioni ont amené le cinéma italien sur les scènes internationales, tandis que la mode italienne, avec des marques telles que Gucci et Prada, a commencé à briller sur les podiums du monde entier. Les défis du miracle économique. Cependant, cette croissance n'a pas été sans difficulté. L'industrialisation rapide a entraîné des problèmes tels que la pollution et la croissance incontrôlée des villes. En outre, les inégalités entre le Nord et le Sud sont devenues plus évidentes, générant des tensions sociales et politiques qui persistent encore dans une certaine mesure. Malgré ces obstacles, le miracle économique italien a profondément transformé le pays. L'Italie est passée du statut de pays rural et pauvre à une puissance industrielle et à l'un des principaux membres de la communauté économique européenne, précurseur de l'actuelle Union européenne. Un héritage durable. Le miracle économique a non seulement revitalisé l'économie italienne, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère pour la société italienne. Les valeurs d'innovation, de travail acharné et de créativité qui ont alimenté cette croissance restent fondamentales pour l'identité italienne. Cette période a montré que même après les moments les plus difficiles, un pays peut renaître avec détermination et vision. L'Italie que nous connaissons aujourd'hui, avec sa culture dynamique, son industrie forte et sa présence sur la scène mondiale, est le résultat direct de ces années d'efforts et de transformation. Le miracle économique italien a non seulement changé l'Italie, mais a également laissé une marque indélébile dans l'histoire économique et culturelle du monde. Au 15, l'Italie contemporaine, culture et défis. Après la montée du miracle économique et la renaissance industrielle et culturelle qui ont transformé le pays dans la seconde moitié du XXe siècle, l'Italie est entrée dans une nouvelle étape de son histoire. Cette période contemporaine est marquée par des réalisations significatives, mais aussi par des défis persistants qui ont mis à l'épreuve l'unité et la résilience du peuple italien. Le rôle de l'Italie sur la scène internationale. Consolidée en tant que puissance industrielle et culturelle, l'Italie est devenue membre fondateur d'importantes organisations internationales telles que la Communauté économique européenne
aujourd'hui Union européenne, en 1957, l'OTAN et le G7. Ces alliances ont positionné l'Italie comme un acteur clé de la politique et de l'économie mondiale, renforçant son influence dans le commerce, la diplomatie et la coopération internationale. Dans le domaine culturel, l'Italie reste en tête dans des domaines tels que le design, la mode et le cinéma. Milan s'est imposé comme l'une des capitales mondiales de la mode, tandis que le cinéma italien a continué à gagner une reconnaissance internationale avec des réalisateurs contemporains tels que Paolo Sorrentino et des productions alliant tradition et innovation. La gastronomie italienne, avec sa simplicité et son authenticité, a également conquis le monde, devenant un symbole d'identité nationale, défis politiques et sociaux. Cependant, l'Italie contemporaine n'a pas été sans difficulté. Depuis les années 1970, le pays est confronté à des périodes d'instabilité politique, marquées par la fragmentation des partis traditionnels et l'émergence de nouvelles forces politiques. Les décennies des années 70 et 80 ont été marquées par ce qu'on appelle les anni di piombo, années de plomb, une période de tension sociale caractérisée par le terrorisme politique, avec des attaques perpétrées par des groupes extrémistes de gauche et de droite. Au cours des décennies suivantes, la corruption politique a également ébranlé le pays. Des opérations comme Mani Pulite, main propre, ont révélé les réseaux de corruption à tous les niveaux du gouvernement, déstabilisant les structures politiques traditionnelles. Malgré ces scandales, l'Italie a réussi à maintenir sa démocratie et à évoluer politiquement, même si les défis liés à la confiance dans les institutions persistent encore aujourd'hui. L'écart entre le Nord et le Sud. Un défi historique qui continue de marquer l'Italie est l'inégalité entre le Nord et le Sud. Alors que le Nord, avec des régions comme la Lombardie et le Piémont, continue d'être un moteur industriel et économique, le Sud, connu sous le nom de Mezzogiorno, est confronté à des problèmes de développement économique, de chômage et dans certaines régions à l'influence du crime organisé comme la mafia. Malgré les efforts du gouvernement pour combler cet écart, les disparités économiques et sociales restent une question centrale à l'ordre du jour national. L'Italie au XXIe siècle, innovation et tradition. Malgré les défis, l'Italie a démontré une capacité unique à s'adapter au temps moderne sans perdre le lien avec sa riche histoire et ses traditions. Des villes comme Rome, Venise et Florence restent des destinations touristiques de renommée mondiale, attirant chaque année des millions de visiteurs souhaitant découvrir leur art, leur architecture et leur culture. Dans le domaine économique, l'Italie a diversifié son industrie, se distinguant non seulement dans les secteurs traditionnels comme la mode et l'automobile, mais aussi dans la technologie, le design durable et les énergies renouvelables. Des entreprises italiennes telles que Ferrari, Lamborghini et Prada continuent de briller sur le marché mondial, représentant l'excellence du Made in Italy. L'impact des défis mondiaux. Comme de nombreux pays, l'Italie a été confrontée à des défis mondiaux au XXIe siècle, de la crise financière de 2008 à la pandémie de Covid-19. Au cours de cette dernière, l'Italie a été l'un des premiers pays européens à être gravement touché, mais la solidarité et l'esprit communautaire du peuple italien sont devenus évidents. Des images de balcons italiens remplis de musique et d'espoir pendant les confinements ont fait le tour du monde, montrant la force et l'humanité de la nation, un héritage culturel éternel. L'Italie contemporaine est un mélange vibrant de tradition et d'innovation, un pays qui regarde vers l'avenir sans oublier son passé. Son art, sa cuisine, sa musique et son architecture continuent d'être une source d'inspiration pour le monde entier. Malgré les défis, les Italiens ont démontré à maintes reprises leur capacité à surmonter l'adversité et à se réinventer. Cette période contemporaine n'est pas seulement le reflet des acquis du passé, mais aussi une étape de préparation de l'avenir. L'Italie continue d'écrire son histoire,
une histoire qui allie la beauté de sa culture à la force de son peuple, démontrant que son héritage appartient non seulement au passé, mais aussi à l'avenir. L'Italie n'est pas seulement un pays, elle est le reflet de la lutte, de la résilience et de la Renaissance. Son histoire, marquée par des empires, des divisions et des défis, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une opportunité de reconstruire, de se rassembler et de créer quelque chose d'éternel. Ne sommes-nous pas confrontés à nos propres batailles aujourd'hui? L'Italie nous enseigne que la clé est de ne pas abandonner, d'apprendre du passé et de trouver la force d'avancer dans nos racines. Parce que, comme l'Italie, nous pouvons tous surmonter l'adversité et laisser notre propre empreinte dans l'histoire. Maintenant, je vous demande quelle partie de cette histoire vous touche. Que ferez-vous pour construire votre propre renaissance? La réponse est entre vos mains. Nous avons atteint la fin de cette histoire fascinante, mais avant de nous dire au revoir, je veux connaître votre opinion. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires, car votre message nous aide non seulement à nous améliorer, mais permet également à ce contenu de toucher davantage de personnes passionnées par l'histoire. Votre voix est importante et ensemble, nous pouvons en inspirer bien d'autres. Merci de vous joindre à nous et à la prochaine. Fin